Enregistrer aussi, c'était l'idée. Parti. Voilà. Merci à tout le monde d'être venu. On est très content du coup d'accueillir Guy Alexandre pour cette rencontre. Donc toi tu es là occasionnellement dans le sud, tu vis à Paris. Tu étais là pour une série de 3 rencontres donc à Manifesten, à Toulon, au Café Culturel, c'est ça. Et donc ici aujourd'hui. Et donc il vient pour nous présenter son roman Confession d'une sardine sans tête, qui est apparu aux éditions Sur le Fil, une maison d'édition implantée à Toulon depuis 2 ans maintenant. Et donc Sixtine est la représentante, elle est là, donc chargée de communication, de diffusion. Peut-être si ça te dit de... Oui, les éditions Sur le Fil, en fait, on est une toute jeune maison d'édition indépendante, entre Toulon et Hyères. Et notre ligne éditoriale, c'est vraiment on est entre littérature et philosophie. Donc on a 3 romans, un essai et une réédition de Séraphin Balzac. Et notre but, c'est vraiment, dans nos romans en tout cas, de proposer des ouvrages qui ont un regard très particulier. Enfin, nous, on joue vraiment sur le regard, c'est le regard qui nous importe dans l'écriture, si je veux bien comprendre, mais vous le comprendrez à travers le roman de Guy Alexandre. C'est un roman où le regard choisi est extrêmement particulier et original. On est dans la tête d'un ancien musicien Gobel, tout ça va être expliqué. Mais voilà, les choix de l'éditrice sont vraiment des coups de cœur sur un regard original. Voilà, donc pour présenter rapidement l'auteur et le travail qui est là aujourd'hui. Guy Alexandre, il est avant tout dans le théâtre, hein, tu es comédien, conteur aussi. Conteur, metteur en scène. Enseignant, alors ça a été un petit peu plus ciblé, l'enseignement. Il me semble que tu es intervenu dans des classes primaires. Français, de primaire jusqu'au lycée, et puis après en Italie j'ai enseigné le français aussi. Voilà, en FLE. Et donc là, écrivain, on peut dire que c'est ton premier roman? Oui, c'est mon premier roman, voilà. Voilà. Oui, j'ai écrit du théâtre, et des contes aussi, et voilà. Mais sinon, en termes de roman, c'est mon premier. Alors, ce roman-là, comme Sixtine le disait, met en abîme un petit peu les confessions d'un ancien milicien qu'on appelle Sardine sans tête, donc il s'appelle Fabius Mortimer Bartosa. Cette sardine sans tête, on comprend vite que il a 60 ans, il vient de se faire attraper par la police, hein, et il commence ses confessions devant un écouteur assermenté. Et on comprend vite qu'il a quelques cadavres, il traîne quelques cadavres derrière lui, il a quelques têtes coupées à l'intérieur de la sienne, hein, ouais. C'est ça? C'est ça en fait. Bon, disons que c'est un petit peu la particularité de l'histoire. C'est que le monsieur, il a 60 ans, mais il court après ses 30 ans. C'est-à-dire que chaque année, il voudrait célébrer ses 30 ans. Et il n'a jamais eu l'occasion justement de les célébrer comme lui le voudrait, comme lui l'aurait voulu. Et chaque fois, il se passe toujours quelque chose en fait. Ou soit, c'est quelque chose soit c'est un événement comme celui-là, hein, qui intervient dans le roman et qui l'empêche de vouloir fêter ses 30 ans. Et justement là, disons, le questionnement ou peut-être les particularités et les aspects particuliers de l'histoire, c'est pourquoi cherche-t-il à refêter, recélébrer, commémorer ses 30 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, pourquoi il est resté figé à 30 ans? C'est un monsieur, en fait, qui n'a jamais tourné la page. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Donc, chaque fois, il essaie de revenir un petit peu. Voilà. Donc, et là, au moment où, donc, le roman commence au moment où, pour la énième fois, il avait voulu, enfin, il avait souhaité donc fêter donc son anniversaire, et il a choisi, en fait, il a fini sur le cheval le Henri IV à Paris, donc sur le Pont-Neuf. Et justement, 5h du matin, non, vers 7h du matin, on entend quelqu'un hurler sur le cheval d'Henri IV. Et puis voilà, comme il y a des gardiens autour, ben, on vient voir ce qui se passe. Voilà. Et donc, on le prend et on l'emmène dans un centre, parce que il est bourré complètement. Il est bourré. Bon, après, on comprendra tout au long de l'histoire pourquoi il est arrivé jusque-là. Et c'est à ce moment-là que le monsieur qui est en face de lui voudrait comprendre son histoire. Et c'est lui qui
qui prolonge un peu son écriture. Plutôt sa parole, c'est lui qui essaie de l'interpréter comme, parce que lui il ne parle pas, il n'a pas de parole, donc il signe. Alors cette question du langage, on peut en parler parce que quelque part on peut dire qu'il s'agit de la langue de la conscience. C'est quelqu'un qui a des meurtres dans la tête et donc ce registre langagier c'est un petit peu le courant de conscience. Donc on est à l'intérieur d'un processus de pensée du narrateur, à l'intérieur de sa propre folie aussi. Et tu parles d'alcool, d'ivresse, donc il est au moment de la confession, il est totalement ivre, et ça correspond un petit peu aussi à une ivresse des mots. Donc il y a une. C'est l'ivresse des mots, enfin oui, quand même l'ivresse des mots, et aussi comme filtre. C'est-à-dire que pour lui, le roman André, c'est un petit peu comme en quelque sorte l'endroit, le lieu des possibles. Voyez. Donc cette ivresse-là, il permet en même temps, ça le protège parce que du coup, il est sûr qu'il ne partira pas, il va rien lui arriver. Donc voilà. Et puis après, par rapport à son histoire, on comprendrait bien pourquoi il en est arrivé là. Mais après, en tout cas, sur ce qui concerne il signe, il ne parle pas, et la langue de la conscience, évidemment, parce qu'on comprendra que puisque du temps où il parlait, lui, parce qu'après il a perdu la parole au fil des années, du temps où il parlait, eh bien personne n'osait en tout cas entendre son histoire. Voyez. Et donc peut-être pour lui, bon, disons sur le plan scientifiquement, on peut certainement comprendre, ou bien il a... Voilà. Mais là, sur le plan symbolique, certainement qu'il a choisi de ne plus parler pour laisser aux autres de continuer ces mots, de les interpréter. On est vraiment dans une interprétation. Donc à la fois il est dans sa conscience, mais il laisse le choix à l'autre qui est en face de lui de faire exister vraiment ces mots. C'est un petit peu ça. Alors on est dans des allers-retours entre le Congo et Paris, où a lieu la confession. À Paris, les gens refusent exactement de l'entendre. Josiane, sa compagne, lui dit « mais tu es fou, elle ne le croit pas ». Bon, lui, il parle de mots qui tournent dans la tête, donc cette aliénation. En tout cas, ce qui me semble important, c'est un petit peu tout cet imaginaire qui tourne dans la tête du personnage, qui à la fois tient de la folie, mais aussi de l'oralité un petit peu congolaise. On tombe un petit peu parfois dans le réalisme magique. Un personnage qui surgit dans une bouteille au moment où ils vont boire, un autre mort qui surgit à la télé à un moment, et qui ne cesse pas de harasser le personnage. Est-ce que tu peux nous parler de cette oralité, de cette langue? Moi je suis bien content parce merci pour la question, parce que justement je vais en profiter parce que tout à l'heure on en évoquait, parce que lui quand même il a eu la chance d'habiter au Congo, à Brazza surtout. Et je pense qu'il a pu faire peut-être aussi vivre toujours ce côté à la fois ça tient du miracle, ça tient de la magie, ça tient presque du conte, ce qu'on vit tous les jours au quotidien. Et j'espère que voilà. Donc après, vu comme ça, c'est vrai que la part de l'écrivain, en tout cas la part de l'artiste de façon générale, que nous sommes, nous qui venons de là-bas, particulièrement de cette ville-là, de cette région-là, c'est justement essayer d'accoucher ça, c'est de le porter à un public plus large. Mais au quotidien, c'est ça, c'est entre la réalité et l'irréel. Il t'arrive des choses. Hier, j'évoquais la pluie quand il pleut. Eh bien, les gens ne vont plus au travail parce qu'il a plu, parce qu'il n'y a plus de bus, les bus n'arrivent plus jusqu'au bout du quartier. Et tout ça, donc tout s'arrête parce qu'il y a une pluie. Vous voyez, c'est presque, voilà, c'est pas possible. Et donc il y a des choses comme ça. Quand on va chercher un visa, ou on va demander la veille pour déposer un dossier de visa, vous savez où on va d'abord? On va chez le féticheur, on va chez la prieuse, on va chez le prêtre, parce qu'il dit il faut que quand le monsieur, quand il va me voir, il faut qu'il dise tiens, ce monsieur-là, il faut que je lui donne le visa. Vous voyez, c'est tout ça. Après, quand il n'a pas eu le visa, on lui dit c'est pas grave, peut-être que j'ai pas bien prié. Vous voyez, c'est toujours voilà. Donc le roman tient en fait entre ces deux points-là. Voilà, on croit que c'est pas vrai. Mais non, on l'a vécu. Tu parlais tout à l'heure de Garcia Marquez.
en fait, ce réalisme, ce réalisme magique, il est un petit peu assumé. Il n'y a rien qui nous indique qu'on est on est vraiment dans le délire de quelqu'un. Ça pourrait très bien se passer comme ça. D'ailleurs, tu disais que tout le monde au Congo ferme ses bouteilles. Pour revenir un peu à l'histoire de la bouteille, justement, le mort, je pense citer des exemples comme ça, mais à personne. Moi, de mon temps, enfin de mon époque, quand je suis parti, quand je vis encore là-bas, les gens déjà ne buvaient plus avec les verres, n'utilisaient plus de verre. Donc je vais acheter ma bouteille de Ngok, puisque là-bas c'est la bière, ça fait une bière qui s'appelle Ngok. Et donc je vais acheter ma bouteille de Ngok, je la pose là, et bien tu vois, c'est toujours. Et quand j'ai fini de boire, ben, tout de suite, parce que. Mais après les autres, enfin les jeunes, c'est devenu en quelque sorte un trait culturel. Sauf que la raison, c'était que le monsieur qui est juste en face, qui me regarde avec que je connais pas, mais pourquoi il me regarde, c'est sûr que lui. Si je laisse ma bouteille ouverte, il viendra dans ma bouteille, voyez. Et donc c'est toujours des choses comme ça qui... Et entre parenthèses, moi je me rappelle, ça fait très longtemps, et j'allais partir en Afrique du Sud. À l'époque, il y avait des accords comme ça entre l'Afrique du Sud et le Congo. Et donc on pouvait partir à Johannesburg sans visa. Et moi j'allais partir justement, je me disais, mais tiens, quand je vais y aller voir. Je voulais en fait faire une sorte de partenariat avec un théâtre très célèbre à l'époque. Bon. Et donc, je le dis à mon père, tiens, je vais aller. Ah, mais tu connais personne là-bas, mais vous savez, ces gens-là, ils se battent, ils sont violents et tout ça, machin. Et 3 jours après, je vais demain. Aujourd'hui, papa vient me voir, me dire, j'ai été chez la prieuse. Après, au moment de la prière, la femme elle a dit, mais qu'est-ce qu'il y a son fils qui va voyager demain? Comme ça, c'était un coup comme ça. Qu'est-ce qu'il y a son fils qui va voyager demain? Et là, le papa a hésité un petit peu. Comme il n'y a personne qui se veut le jouer, il dit, c'est moi. Ah, mais voilà, mais c'est sa mère qui ne veut pas. En tout cas, sa mère vient, entre parenthèses, ma mère, elle est partie depuis. Voilà. Donc il dit, sa mère ne veut pas. Sa mère m'a dit que c'était un endroit dangereux, donc voilà, c'est pas bon. Ah bon? Ok. Donc papa vient me dire, tiens, maman ne veut pas que tu voyages. Mais maman, ça fait des années qu'elle est partie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais moi, j'ai arrêté. Hein. Enfin, je veux dire que j'ai annulé le voyage. Mais ça tient à quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'était pas vrai? Mais comme c'est dit, c'est comme ça qu'on vit, c'est la réalité, bah... Maman a dit non, bon, alors, forcément, elle a raison. Alors, ton personnage, Fabius Mortimer Bartosa, il décide de prendre les armes après qu'on ait tué son père, hein, donc il a 17 ans. Bon, on peut contextualiser en parlant du coup des guerres civiles des années 90 au Congo. Hein. C'est à ce moment-là que ça se passe. Il prend les armes et puis lui-même, il se met à commettre des exactions, comme ça a été le cas au Congo avec les milices armées. On parle d'un temps assez confus où peu de paroles s'est libéré sur le moment. Mais toi, tu racontes qu'un jour, personnellement, tu étais attablé avec un vieil homme que tu avais rencontré et qui s'est mis au bout de quelques verres à te parler. Ouais. Et il t'a dit, moi j'ai quelques morts sur la conscience. Ça a été le point de départ de ton... Oui, ça a été le point, plutôt l'élément déclencheur, en tout cas du roman. Voilà. Mais bien avant, bien sûr, pour ceux qui ont connu, qui suivent un petit peu l'actualité de mon pays, hein, d'origine, Congo-Brazzaville, donc à partir des années 90, justement après la conférence nationale, tout ça, il y a eu cette fameuse démocratie, mais bon, à la congolaise, qui n'en est pas une et tout ça. Bon, après il y a eu la guerre, confrontation, donc chaque leader politique a créé sa propre milice parce que n'ayant pas confiance en les autres et tout ça. Donc les gens se sont réunis autour de l'ethnie, du clan et toutes ces choses-là qui ont conduit justement à cette guerre de 97 qui a été une guerre atroce parce que finalement les enfants sont morts, d'autres sont partis en catastrophe et tout ça. Nous on se retrouve ici justement à cause de ça. Et donc
le point, je disais, ce qui a fait que, évidemment, je sois attentif à ce monsieur-là qui m'a raconté son histoire, c'était aussi le fait que par rapport, en tout cas dans le champ littéraire, ces dernières années, pour ne parler que de la littérature congolaise, en tout cas, il y a eu très peu de paroles. C'est ce genre de paroles-là où c'est le bourreau qui se raconte. Et je me suis dit, mais tiens, les gens, ils racontent ceci, plutôt ils font, même au niveau des spectacles, de la poésie, des contes et tout ça, c'est plus une parole victimaire. Vous voyez, on a fait ça, ils ont fait ça, on a traversé le fleuve, tout ça, là. Mais sauf qu'après, du coup, en face, il n'y avait pas, mais ces gens, pourtant, ils étaient là. La plupart ont réussi à se faire la malle, comme on dit, et ils sont installés en France, à Paris, avec des statuts de réfugiés et tout ça, machin. Ils se la coulent douce. Et donc, mais pourquoi ils ne parlent pas? Est-ce que c'est parce qu'ils s'en foutent tellement, ou bien c'est le courage de ne pas parler parce que de peur d'être machin? Et donc, quand j'ai été devant ce monsieur au bout de 4 verres, qui s'est mis à... Mais sur le temps, un petit peu pas sur le temps de la confidence, hein, sur le temps de la confidence, mais c'était quelque chose comme il y avait trop de mots, trop de trucs en lui, je pense que cette petite, on va dire, ce petit temps, un petit peu comme on dit, où il s'est senti un petit peu en confiance, et bien il y a quelques mots qui ont débordé, vous voyez dire, donc quelques paroles qui ont débordé, à dire, ah mais j'ai fait, moi j'ai tué. Il en était presque fier de dire ça. C'est très bien dit, puisque dans le roman, au final, comme personne n'écoute ce narrateur, il décide de faire sa confession à une poupée. On le retrouve avec une poupée russe sous le bras, donc sur ce cheval d'Henri IV. Hein, et donc le roman est ainsi structuré, 3 parties. Un petit avant-propos d'un écouteur, l'écouteur qui met en abîme, qui dit voilà, j'ai rencontré pendant presque une demi-heure Fabius Mortimer Bartosa, alias Sardine sans tête. Et ensuite démarre le récit à la première personne, mis en abîme, de ce Fabius Mortimer Bartosa, qui refuse de parler au policier ou à l'écouteur, mais s'adresse à sa poupée. Voilà. Hein. Peut-être qu'on pourrait lire une petit fragment du premier chapitre, première partie, donc le tout début. Hein. Murmures et chuintements d'hiver. Bienvenue dans mes bras, chère petite. Que faisais-tu sous ce gradin, au milieu des mégots et des canettes? Il devait avoir la tête dans les nuages, celui qui t'a oublié là. On n'oublie pas une poupée russe en porcelaine vêtue de soie. Je m'appelle Fabius Mortimer Bartosa. Et toi? Cette nuit, je célèbre mon anniversaire. Je veux dire toute la nuit, jusqu'à demain matin à 8h moins 10. Et pourquoi 8h moins 10? Je suis né un samedi 5 juillet à cette heure-là. J'aurai 30 goyaves, l'âge que venait d'avoir papa au moment de mourir d'une balle de 10 grammes dans le crâne. Quoi? C'est une trop longue histoire qu'en 1 minute, je ne peux pas te raconter. On verra plus tard. Ah, tu trouves que je fais genou? Merci, c'est que j'ai la peau dure. Tout glisse sur mon corps. Les années, les saisons, la dépression, les papillons noirs, la mouscaille, les exaspérations. Ce n'est pas donné à tout le monde, avoir 30 poires dans le gosier sans une seule bouffissure. C'est un bel exploit. Les gens de mon âge que je vais voir sur les terrasses des cafés font tous user. Il y en a qui ont la tronche déboutonnée et d'autres des jambes qui vacillent. Tous veulent savoir comment je fais pour être aussi flambant et félin. Je leur réponds toujours que c'est grâce à la rumba et au rhum ambré. Parce que la rumba, ma chère petite, te fait respirer le nombril. Un nombril qui respire est une âme qui pétille. Et le rhum ambré t'apporte des fibres inaltérables dans les guiboles. Beaucoup ne me croient pas. Ils disent que je délire. J'en ris. Ils ignorent simplement qui est Fabius Mortimer. Il vient du Gombo, petit pays de 4 millions d'âmes qui se bourrait la gueule du matin au soir dans des boîtes à rumba, où les bambins fabriquaient des fontaines à eau avec les bouteilles de rhum vides. Quoi, tu n'en as jamais entendu parler? Ça ne me surprend guère. Même sur la carte, on ne le voit que difficilement. Il faut froncer les sourcils et cligner des yeux. On en devient presque myope. De loin, on le prendrait pour un insignifiant point noir que par étourderie, les cartographes auraient griffonné entre les ravins gabonais et les collines angolaises. J'ai longtemps considéré que nous n'étions qu'une erreur de cartographie, même quand nous nous faisions courtiser à longueur de temps par les courtiers du monde entier pour nos puits de pétrole et nos gorges de diamants. J'ignore comment respirent les choses là, maintenant, et ne veux pas non plus le savoir. Voilà.